continuité de ces séances qui ont recommencé hier après-midi, samedi. Vous d'abord saluer les gens qui n'arrivent qu'à cette séance, qui arrivent à cette séance. Vous dire le plaisir qu'on a à chaque fois de faire venir des cinéastes non seulement qui ont leur importance au regard de l'histoire du cinéma, puisque telle est notre vocation ici, mais des cinéastes aussi que nous admirons profondément, dont nous avons aimé les films. Et c'est vrai que souvent avec Bertrand on parle de ça, où lui, quand il évoque John Ford, quand il évoque ses amis américains ou autres, il était leur contemporain. Vous avez vu les films, toi et Richian à ce moment-là. Et nous, c'est vrai que quand on avait reçu Arthur Penn, quand on reçoit Henri Verneuil, les gens de ma génération, on a aussi le sentiment d'être avec un contemporain dont on a aimé les films en direct, étant Le Clan des Siciliens que Un singe en hiver ou que Mélodie en sous-sol. C'est des choses que par le fait de le montrer sur le grand écran, qu'on se réapproprie, qui nous appartiennent à nouveau, parce qu'on peut les revoir au cinéma alors qu'on les a découverts, vus, revus tellement de fois à la télévision. C'est pour ça que hier, en inaugurant la plaque, le nom d'Henri Verneuil sur le mur des cinéastes, où il côtoie des cinéastes qui lui sont bien différents, c'est une manière aussi pour nous de toujours saluer des gens qui ont fait des films, qui nous ont rendus heureux et qui nous intéressent comme spectateurs, avec lesquels non seulement on a grandi, mais on va continuer de vivre et de vieillir. Voilà, je voudrais qu'on accueille et qu'on salue Henri Verneuil. Pendant un moment, là, j'étais un peu distrait. J'ai entendu John Ford, j'ai entendu Irving, j'ai dit, je me suis trompé de salle, c'est pas pour moi, j'allais partir, et puis après, j'ai réentendu Verneuil, alors j'ai dit, je reste. Et alors, je voudrais saluer la présence dans la salle, parce qu'il se trouve qu'il est également un administrateur d'Institut dedans, dans un conseil d'administration, outre Monique Barbarou, qui est la directrice générale adjointe du CNC, et c'est pas un 20 mots, puisqu'elle est également très cinéphile, et elle est là pour voir les films. Donc, Monique, je voudrais saluer ta présence et te remercier d'être là aussi pour le plaisir d'être ensemble à voir des films. Et Robert Lattès également, dont on a parlé hier, puisqu'il est l'auteur de 1000 milliards de dollars, le fameux livre que Henri, dont il nous a pas dit s'il l'avait acheté. On a su qu'il l'avait lu toute l'après-midi dans la librairie. Vous l'avez acheté le bouquin, vous êtes retourné écrire le scénario. Écoutez, quand vous êtes à 1h30 dans une librairie et qu'à un moment donné, quelqu'un vous frappe sur l'épaule en disant « Monsieur, on ferme », c'est qu'il est 6h30, 7h, et que j'essayais de comprendre quel était le fond de ces multinationales. Et j'ai un tout petit peu compris, et le reste, ça a été l'auteur lui-même qui m'a expliqué. Alors, Mélodie en sous-sol, puisqu'après on ne revient pas, hein, en revanche, là c'est maintenant. Attendez, qu'est-ce qui gentiment m'envoie ce... Qui va... attention. Ah oui, voilà. Ah là, parce que je l'ai en plein dans Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut... Bon, je vais vous expliquer. Mélodie en sous-sol. C'est un de vos plus gros succès. Oui. Je crois. C'est un de mes plus gros succès. C'est grâce à ce film que je suis parti en Amérique. Parce que, on fait tous des petits plans de carrière. Ma carrière, c'était apprendre d'abord, pendant la première partie, voir les films de mes maîtres, qui à l'époque étaient des metteurs en scène très connus. Et deuxième partie, être appelé par l'Amérique. Je dis bien appelé, parce que si vous n'êtes pas appelé, il ne faut pas y aller. Vous traînez la savate si vous n'êtes pas appelé. Mais si vous êtes appelé, alors là, tout va bien. Et comment peut-on être appelé? C'est que vous avez fait un film qui a fait 50 milliards de dollars, alors on regarde en face quel est le nom et on le fait venir. Ça s'appelle être appelé. Et puis, c'était une troisième partie que je me réservais pour la liberté totale. C'est-à-dire, c'est cette partie-là que je traverse maintenant. Donc, c'est dans ce film a été en effet le film qui s'est appelé là-bas Any Number Can Win, tous les numéros peuvent gagner, qui a fait un triomphe, non seulement en Europe, mais en Amérique, et qui m'a fait venir aussi donc en Amérique. Maintenant, cette histoire de Mélodie en sous-sol est une histoire
telle qu'elle s'est faite. Invraisemblable. Si je ne vous donnais pas ma parole que c'est comme ça que ça s'est passé, vous pourriez en douter. Nous avons un contrat de 3 films avec Jean Gabin. Les 3 films sont signés Metro-Goldwyn-Mayer et les 3 personnes engagées pour ces 3 films, c'est Jean Gabin, Michel Audiard, Henri Verneuil. Nous en avons déjà fait 2, ça marche très bien. Il nous reste à trouver un 3e sujet pour Gabin, donc, et finir notre contrat des 3 films. C'est difficile, il faut qu'il ait 60 ans, il faut que il faut, enfin bon, il faut habiller Gabin, le sujet doit habiller Gabin. Nous avions, je ne me souviens plus du titre, un film dont l'action se passe dans les mers du pôle Nord, entre les icebergs, la première pêche à la morue. C'est un roman de Vercel, non? Je crois que c'était un roman de Vercel. Oui. On travaille sur l'adaptation, et à chaque jour où on avançait, je me disais, là, oulala, les millions de dollars, là, ça y va, là, parce que c'est pas la porte à côté. Et à un moment donné, l'iceberg doit se casser en 2, et enfin bon, le film facile à faire, quoi. Bon. Et pour l'accessoiriste, toujours. arrive, et Gabin avait une date. Alors, Gabin, que j'adore, avec qui on a fait 6 films, avait un principe très clair. Il signait son contrat, par exemple, pour le 17 février, 8h du matin, maquillé, impeccable, il serait là le 17 février, 8h du matin, et il disait, le compteur tourne. Vous tournez ou vous ne tournez pas, c'est une brique. Alors donc, si vous n'avez pas le sujet, vous n'êtes pas prêt, alors là, vous commencez à compter. 1 million, 2 millions. Alors, donc, on a ce sujet sur la pêche à la morue. Et arrive le rituel, parce que ça se passait comme ça. Il nous donnait rendez-vous dans sa ferme, dans l'Orne. On arrivait pour déjeuner, on prenait l'apéritif d'abord, on déjeunait, et puis après, on se retirait dans son bureau, il prenait son café et son pouce-café, et là, on donnait la parole à Henri Verneuil, j'étais chargé de raconter l'histoire. Et en route, Audiard me dit, Henri, si le vieux, on l'appelait le vieux entre nous, si le vieux nous emmerde, on tient, hein, il me dit. Il veut pas, il veut pas, il a qu'à aller se faire... parce qu'il y avait des sujets qu'il ne voulait pas tourner, bon. J'ai dit, moi je vais faire ça. Je lui ai dit, mais si jamais ça ne marche pas, tu me soutiens. Il me dit, l'obus, la bombe, derrière, ça ne va pas, j'arrive. On arrive, donc on est reçu. Tout se déroule comme d'habitude, et arrive le moment où je raconte l'histoire. Et je dis, c'est un type qui vit dans les colonies, il prend son bateau pour... Il me dit, son bateau? Où ça? Je dis, dans le port. Il faut que je monte sur le bateau et je vais dans les colonies. Et je dis, au moins au début, oui, il faut quand même tourner ça. C'est très mauvais. Il me dit, tu vois, c'est déjà très très mauvais. Je dis, tu sais pas ce qui se passe. Je te dis que c'est très mauvais. J'essaye de commencer l'histoire, et c'est encore de plus en plus mauvais. J'étais tombé sur le moment, le quart d'heure de mauvaise foi de Gabin. Et il avait des quarts d'heure beaucoup plus agréables quand même. Et je regarde mon obus. Il est prêt là, à partir là. La plus grande planche pourrie, je l'adore. La plus grande planche pourrie du monde. À ce moment-là, il me dit, moi, tu sais, je crois que j'en ai pas tort. Hein. Je dis, attendez, là, il y en a un qui va partir, là, parce que il y a quand même des choses qu'on ne peut pas... tu répètes, tu peux répéter, Michel, ce que...
Il me dit non, ne sois pas têtu, ne sois pas têtu. Et là, je me tais. Et Gabin dit, mais toi, tu n'as pas une idée? Il dit, oh, je viens trouver une série noire là, qui s'appelle Mélodie en sous-sol. Je sais pas, terrible, mais en fait, c'est quand même. Et il dit que c'est l'histoire de quoi, dit Gabin? Ben, c'est un type qui a fait un coup, qui toute sa vie a fait des coups, il a raté. Et là, il va faire un coup, c'est son dernier, un truand. Et il sort de 5 ans de prison. Ah, il dit, voilà une bonne histoire. Ça se passe à Paris. Mais, il dit, voilà une bonne histoire. Et c'est comme ça que ça a démarré. Je vais chez moi, je lis tout de suite. Alors, évidemment, il y a eu le retour. Il y a eu le retour et le chapelet de tout ce que je pouvais lui dire. Et il me dit une chose très juste, il me dit, Henri, j'ai vu un tel refus dans son œil que je me suis dit, si j'insiste et j'envoie, comme tu disais, l'augure, ça va servir à rien et on ne va plus pouvoir rattraper le bonhomme parce qu'il va être de mauvaise foi jusqu'au bout. Alors lâchons tout de suite parce que ce n'est pas la peine de voilà. Et je lui dis, tu es sûr que ça? Il me dit, non, je ne l'ai pas lu, je sais même pas. Je rentre chez moi, je lis le truc. J'ai lu des choses mauvaises. Dans la petite série noire, il y en a de bonnes. J'ai lu des choses mauvaises, mais là, alors, c'est... En plus, c'est un cercle de jeu. Là, ça se passe dans le cercle de jeu où c'est interdit en Amérique. Donc, la police, vous ne pouvez pas appeler la police, et toute l'action, pour nous, c'est la police qui est... Enfin, c'est intournable. Voilà. C'est intournable en France. Il faut aller le tourner en Amérique. Et je me dis, j'ai envie de l'emmerder en lui disant, voilà, si ça te plaît, ça, il faut aller le tourner en Amérique. Là, tu prends le bateau ou l'avion. Et là, le temps avance, il faut signer. Les Américains disent, très bien, c'est très très bien. Tout le monde est content. Il n'y a qu'une chose, c'est que c'est intournable. Donc, nous prenons rendez-vous l'été pour passer 2 mois à écrire ce scénario. Au rendez-vous pour des histoires qu'il ne regarde personne, sauf Michel Audiard, il ne vient pas au rendez-vous. Et je me trouve seul avec Albert Simonin pour commencer à écrire le film. Lequel Albert Simonin commence par me dire, moi je ne peux écrire qu'avec une plume sergent-major. Alors, nous sommes à Bellagio, petit port italien, où il y a un magasin, une boulangerie, allez trouver une plume sergent-major. Je lui dis, écoute Albert, je te laisse à ta plume sergent-major, je me retire, moi j'écris mon scénario. Un matin, je me lève, je ne sais pas pourquoi, je sais qu'il y a un casse, c'est-à-dire on va voler le casino, je ne sais pas pourquoi, je me dis, ça serait bien que la dernière image du film, qu'on soit obligé de plonger les billets qui sont dans un sac au fond de la piscine. Il ne faut pas révéler, faut pas... Voilà, non, mais c'est pas attends, au fond de la piscine, et puis que ces sacs remontent. Et comment... Non, mais attendez, c'est pas... Et ça devient un balai, tous les marques, les yens, tout ce qui a été perdu au casino, tout ça va remonter. Et je vois une image formidable. Pourquoi ces billets vont remonter, j'en sais rien. Mais j'écris à reculons. Je dis, il y a ces sacs, pourquoi les sacs? Parce qu'il y a une enquête de police qui commence, alors on plonge les sacs. Pourquoi il y a une enquête? Je vais écrire à l'envers. Je n'ai plus jamais refait ça. Hein. Je vous rassure tout de suite, vous pouvez aller voir mes prochains films. Ça commence au début. Alors, qu'est-ce qu'il faut? On revient après ou quoi? Non, encore 3 minutes. 3 minutes. Et oui, mais parce qu'il faut écrire, il y a quelque chose là, il faut expliquer les billets, comment ils remontent là. Vous m'autorisez ou pas? Enfin oui, mais non après le film plutôt. Alors, non, pas après. Non, pas après le film dans la salle, mais parce que de toute façon vous allez signer. Il y a les livres, parce que parmi vous des gens m'ont demandé s'ils signaient les livres. Alors peut-être que tout à l'heure on aura quand même un quart d'heure maintenant. Oui. Vous pourrez signer les livres. Non, mais vous savez, moi je ne suis pas un dingue de vous raconter non, mais c'est comment j'ai fait les billets. Si ça vous intéresse, je vous le dirai. Oui.
Non, mais Oui, il y a des noms. qui n'a jamais vu le film? Qui n'a jamais vu Comment le film? Qui n'a jamais vu le film? Ah ben, il faut leur laisser les surprises. Oui, il faut leur laisser la surprise, c'est pour ça. Non? Et Delon, mais comment il arrive là-dedans, Delon? Parce que pour le moment, il y a Gabin dans l'histoire. Delon, il arrive comment? Il a besoin d'un quart de sel comme seconde dans son coup qui monte. Oui. Et j'ai choisi Delon parce que j'ai dit un jour que s'il n'avait pas réussi dans le cinéma, il aurait été le quart de sel de Mélodie en sous-sol. J'ai Ali Truand. Et un jour, il m'a dit, c'est vrai que tu as dit ça? Ben, j'ai dit oui, je l'ai dit. Puis on est resté de très bons amis. Et il avait besoin d'un jeune parce qu'il y a dans les couloirs, dans les tuyaux d'aération, il faut qu'il passe à travers ça. Oui, Gabin ne peut pas le faire. Oui, ça. Donc il a besoin d'un jeune avec lui. Et c'est comme ça qu'on a choisi Delon. Oui. D'ailleurs, que personne ne voulait en Amérique. Oui. Il ne voulait pas. On disait Gabin, ça suffit. Il téléphonait en Allemagne, on disait si on a Jean Gabin, ça vous suffit? Oh, ça nous suffit. Donc on ne voulait pas engager Delon. Et Delon était fou parce qu'il voulait tourner avec Gabin. Et à 3 jours du premier tour de Manivelle, les Américains ne voulaient toujours pas de Delon. Alors il est arrivé, il était désespéré, Delon. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu cherches? Tu as envie de tourner face à Gabin? Oui. À l'âge que tu as, tu regardes le fric, il demandait 25 millions à l'époque. Je lui ai dit, ben, fais-le gratuitement. Tu arrives, tu dis, moi je vous le fais à l'œil. Puis on te donnera, prends un pays où on vend rien, on vend aucun film français, prends le Japon. Je propose, et les Américains disent, bon, allez Henri, pour vous faire plaisir, prenez-le. Je le prends, il tourne, on finit le film, il a une copie, bien sûr, puisqu'il a le Japon. Il part au Japon au festival du film, il loue une salle. C'était un festival très intellectuel où les gens s'emmerdaient. Le plus grand suspense de l'année, Gabin Delon. La salle bourrée, et il y a, devant les grilles, conferme, il y a 2000 personnes qui attendent. La première séance termine, il court vers le projectionniste, il dit combien pour faire une deuxième projection à minuit. Il fait une deuxième projection, la salle bourrée, et il y a Kawakita qui est sur les marches, le plus grand distributeur, qui dit combien vous voulez pour le Japon. Et il demande 25 fois, 40 fois les 25 millions qu'il dit, il les a. Ce qui m'a fait très plaisir parce qu'il a eu le courage de faire le film gratuitement et il a gagné une fortune. Personne ne savait ça. Ah oui, voilà ça. Voilà, alors bon, comment les billets remontent? Non, vous ne le saurez pas. Si, on demandera après. On demandera Alors si après. ça vous intéresse, je passerai à côté de vous avec le sourire, je dirai non, non. Bon, je voudrais qu'on remercie très fort Henri. Qui remonte car il ne revoit jamais ou très peu ses films. Non, sur celui-là, vous l'avez vu? Oui, qu'est-ce que tu fais toi? Tu restes pas, toi. Si, après, je veux le revoir un bout. Si, moi je revois là. Bon, ben écoutez, je vais regarder le début. Rien sur les billets. Rien. Pas la moindre trace.